Coucou, vous êtes toujours là, donc c'est cool. Ça veut dire que ça vous intéresse, donc c'est très plaisant. Euh, on va parler d'affordance. L'affordance, c'est un mot qui a été inventé en 1966 par James G. Gibson, et c'est un terme que je vais illustrer tout de suite avec cette vidéo. C'est un terme qui a été inventé pour parler de l'utilisation intuitive d'un objet quand on parle de design objet ou de choses comme ça. C'est un terme qui depuis a été beaucoup repris et utilisé dans l'interface utilisateur, donc dans des interfaces virtuelles, mais c'est quelque chose qui à l'origine s'applique au monde réel. Et effectivement, on voit très clairement ici que le bonhomme à gauche souhaiterait utiliser une théière, mais le lance est vraiment placé du mauvais côté. Et c'est pas du tout ergonomique et c'est contre-intuitif. Et ce genre d'objet, c'est un peu une blague pour vraiment illustrer le côté non intuitif de cet objet qui est volontairement mal designé. Et l'autre théière, en fait, on peut verser de l'eau, mais c'est compliqué de la remplir. C'est une théière chinoise qui est une sorte de puzzle à elle-même, où il faut trouver la solution de comment bien utiliser cet objet, et on appelle ça un puzzle parce qu'en fait le mécanisme à l'intérieur pour la remplir, quand on retourne la théière, l'eau ne s'écoule pas et du coup ça crée un bug mental et du coup le puzzle consiste à comprendre comment utiliser ces objets. Et c'est vraiment une vidéo explicative pour illustrer le principe d'affordance, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé partout. Un autre exemple qui est souvent montré, souvent utilisé pour parler de ce principe-là, c'est les portes que l'on a à l'entrée de certains magasins ou de restaurants. Quand on arrive et qu'il y a une porte vitrée, ou non d'ailleurs, que l'on peut pousser, on peut mettre textuellement un panneau marqué push ou pousser ou tirer si c'est une porte qui se tire. Euh, le souci, c'est que si on met une poignée du coup et qu'on enlève le panneau ou qu'il y a un problème technique, le panneau n'est pas là, ou la porte est en maintenance, ou on a oublié d'en mettre un et il y a un problème de design de ce niveau-là, si quelqu'un arrive vers la porte du restaurant, il sait pas intuitivement s'il faut pousser ou tirer. Et si il prend la porte, il ouvre la poignée et il tire et ça bloque et il fallait pousser la porte, il y a la porte n'est pas fondamentalement mal designée. Elle remplit complètement sa fonction pour séparer deux espaces et elle peut être très bien conceptualisée, la rotation fonctionne bien, elle est esthétique, elle est ergonomique, mais intuitivement, son interface avec l'utilisateur n'est pas communiquer de la manière la plus intuitive possible. Et un moyen possible de communiquer si la porte peut être poussée ou tirée sans avoir de texte, ce serait d'avoir une poignée pour suggérer le fait qu'on ouvre et on tire, et juste une plaque au même endroit euh, pour comprendre qu'il n'y a pas de poignée, que c'est une porte qui se pousse et qui s'ouvre simplement. Euh, Une notion qui est aussi très intéressante, c'est la notion de symbole. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, le code de la route, ou même si vous n'avez pas le permis, vous avez une bonne idée du symbolisme des panneaux qui combinent iconographie et symbolisme. Alors, il y a trois mots qui sont utilisés, pictogramme, iconogramme, je sais plus. Euh, c'est des mots anglais, j'ai révisé avant cette vidéo et vu que j'ai préparé plein de trucs, j'ai oublié la terminologie. Mais c'est pas très grave. Ce qui est important à retenir, c'est que les panneaux de circulation combinent deux types de symboles. Des symboles qui vont être dessinés, qui vont être donc picturales, en lien avec une image. Donc par exemple, le passage à niveau,
On comprend que c'est en lien avec une locomotive, donc c'est une représentation dessinée d'un élément issu du réel. Donc on a une locomotive associée avec un symbole géométrique de couleur rouge que l'on associe au danger. Et donc on a une combinaison d'une représentation, on va dire, d'un élément réel, donc une représentation visuelle, associée avec un symbole. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans le jeu vidéo. Aussi bien dans les interfaces utilisateurs, où on va avoir des icônes qui vont représenter des éléments d'action possibles pour le joueur. Donc ça va être des interfaces qui peuvent représenter un élément soit issu du réel, soit un élément présent dans le jeu, ou alors ça peut être plus symbolique, associé à une forme géométrique qui aurait été associée avec un sens au préalable. Mais ça peut être aussi au sein même du jeu, dans l'univers même, donc on appelle ça des affordances intradiégétiques, et ça peut être la forme d'un ennemi qui va montrer qu'on peut l'attaquer plus facilement, il va être peut-être plus sensible à nos attaques, ou au contraire d'autres types d'ennemis par exemple qui vont avoir des protections ou des armures, et on va comprendre qui ne sont pas sensibles à des attaques peut-être plus frontales ou ce genre de choses. Et en fait, il peut y avoir ce genre d'approche plus représentative euh, d'une comment dire d'un type de gameplay et voilà ce genre de choses. Euh, un des premiers jeux de l'humanité, c'est le jeu de dames ou des variantes avec le jeu de Go qui sont, on va dire, plus des représentations juste abstraites et symboliques d'une jouabilité ou de quelque chose comme ça. La seule chose qui permet de différencier les jetons, c'est leur couleur, ou plutôt leur valeur. Là, on a un côté très binaire, on a les pièces noires et les pièces blanches qui sont associées à un joueur. C'est un jeu de confrontation entre deux joueurs où il faut vaincre l'autre pour gagner. Et on a un ensemble de règles relativement simples qui, une fois combinées ensemble, peuvent créer des situations intéressantes, émergentes, qu'il faut prévoir à l'avance, etc. Donc à partir de règles simples, c'est tout à fait possible de créer un jeu qui a une vraie richesse et une vraie possibilité de rejouabilité. Dans le cas du jeu de dames, chaque pièce a la même apparence, et du coup cette apparence est associée à une fonction unique, ou à un type de règle simple qui est associé à cette pièce. Dans le cas du jeu d'échecs, et cette super vidéo TED, je la mettrai en description, elle est très intéressante, elle explique l'origine du jeu d'échecs et l'origine de pourquoi est-ce qu'on a associé visuellement telle apparence à telle pièce afin de représenter des différentes capacités de mouvement de chacune des pièces. Et c'est hyper intéressant en fait de voir que on a un gameplay qui est plus riche, donc gameplay qui est le mot anglais qui veut signifier les règles du jeu. Euh, on a un gameplay plus riche et une fois qu'on nous a communiqué, soit verbalement, soit par l'expérience et par mimétisme, on est capable de reproduire une partie en ayant regardé un maître jouer. Une fois qu'on a compris les règles, en fait, on associe intuitivement une pièce à une fonction et à un type de déplacement particulier. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça reste relativement abstrait. Les pièces d'échecs, elles peuvent avoir chacune différents niveaux de stylisation entre différents jeux d'échecs. On peut avoir des jeux d'échecs qui ont un niveau de stylisation très simplifié, très géométrique, très abstrait, ou au contraire d'autres où les pièces vont être beaucoup plus taillées ou représentatives. On a même des jeux d'échecs en Lego ou en bois taillé ou en marbre avec beaucoup plus de détails. Donc on peut avoir différentes variantes
de niveau graphique et de stylisation du jeu en question, mais chaque pièce va garder le même symbole en fait. On a la reine, le pion, le cavalier, le roi, le fou, et c'est vraiment intéressant de voir que ces choix de direction artistique, entre guillemets, ont deux fonctions, à la fois de communiquer très clairement la fonction des pièces et donc leur différence. Il faut que chaque pièce soit extrêmement reconnaissable et en même temps, il faut que le jeu d'échecs ait une consistance visuelle à proprement parler. Euh, et en même temps, ça raconte une histoire. Les premiers jeux d'échecs n'avaient pas les mêmes apparences qu'aujourd'hui. Au début, c'était pas une reine qu'on avait, c'était un autre symbole, une autre représentation graphique. On avait des éléphants au lieu d'avoir les tours, parce que c'est un jeu qui vient de l'Inde. Et ensuite, en allant dans la culture chinoise, le symbolisme a évolué. Et c'est vraiment intéressant de voir que il y a une véritable évolution de l'esthétisme et du vocabulaire visuel qu'on peut avoir au sein d'un jeu. Et Jonathan Blow, dans son talk Video Game and Future of Education, l'illustre parfaitement et il parle de l'origine du langage. Et il explique que à l'origine, on avait des glyphes qui étaient du coup non pas véritablement iconographiques, mais plutôt picturales, dans le sens où les pictures, les images, étaient représentatives d'une notion réelle et que au cours des âges, je sais pas s'il va montrer la suite, je vais revenir un peu en arrière. Au cours des âges, les symboles se sont épurés par souci de simplification et euh, d'usage des outils. C'était plus simple de créer des outils taillés pour faire des marques dans des tablettes d'argile. Puis après, le sens a évolué, les tablettes d'argile ont été tournées au cours des âges. Donc en fait, au lieu d'écrire de la droite vers la gauche, on écrivait de haut en bas ou de bas en haut. Et euh, certains glyphes étaient modifiés de sens et en fait au cours de l'histoire de l'humanité les glyphes ont évolué jusqu'à n'être plus véritablement représentatifs d'un concept ou d'une idée mais plus d'un son et ces sons ensemble donnaient des lettres pour créer des mots qui ont du coup eux-mêmes leur sémantique propre, etc., etc. Et en fait, il se passe plus ou moins la même chose, non pas avec l'origine du langage, mais avec des notions, on va dire, de game design. Et on va voir ça dans une vidéo par la suite. Non, j'ai pas vraiment d'exemple en fait à montrer. Euh, Par exemple, aujourd'hui, euh, on a on commence à avoir des, des codes dans le jeu vidéo qui sont qui commencent à devenir universels, ou en tout cas qui sont des conventions de jeux vidéo, qui ont été posées dès l'origine. Parmi ces conventions, l'origine du jeu vidéo, pardon, faut que je termine mes phrases. Parmi ces conventions, une des premières qui vient du jeu Adventure, donc j'ai un exemple ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le jeu Adventure, c'est un jeu qui est très iconique, vu que c'était un jeu qui est sorti dans les années 80 sur Atari. Euh, le créateur était extrêmement limité par les capacités de mémoire de la machine, et le héros est juste un petit carré. Et on doit trouver la sortie dans un labyrinthe, il faut éviter des ennemis et récupérer notamment des clés qui vont nous permettre d'ouvrir des portes dans un certain ordre. Et on a les clés noires qui ouvrent les portes noires, les clés rouges qui ouvrent les portes rouges, mais les clés rouges sont accessibles après avoir ouvert des portes noires, etc., etc. Et du coup, il faut trouver la sortie dans le labyrinthe avec des systèmes de clés et de portes. Et en fait, ça, c'est une des premières conventions de jeux vidéo, c'est d'avoir une géométrie d'espace avec des murs et des chemins qui sont extrêmement lisibles et on arrive très rapidement à faire la distinction entre quel est le personnage jouable, même s'il est iconique et extrêmement épuré, et de le dissocier de l'environnement et de dissocier les éléments interactifs
ceux qui sont inoffensifs et qui font partie de l'environnement, à savoir les clés et les portes, et les éléments qui pourraient être plus source de challenge, notamment les ennemis, des choses comme ça à éviter. Et parmi les autres conventions du jeu vidéo que l'on peut avoir, on a différents éléments visuels qui nous viennent des premiers Mario, qui nous viennent des premiers Zelda, qui nous viennent des premiers jeux qui ont un impact émotionnel assez fort pour être reconnaissables du premier coup d'œil et facilement représentables avec peu de données à l'écran. On a notamment, je pense notamment au pic. On a souvent dans les jeux de plateforme qui ont commencé avec des jeux en 2 dimensions vus de côté, pour montrer que le personnage devait sauter par-dessus un gouffre et éviter le game over, la fin de la partie, et éviter un échec et de recommencer la partie. Il fallait éviter de tomber dans un trou, et plutôt que de faire un trou sans fond, où quand on touche le fond, on meurt, on peut représenter des pics. Alors, il n'y a pas forcément de véritable logique propre au monde, c'est un peu gratuit, mais au moins le joueur comprend en un coup d'œil qu'il faut surtout pas qu'il tombe, parce qu'il y a des formes triangulaires très pointues qui sont source de danger. Et c'est quelque chose de relativement intuitif. Parmi les conventions, on a notamment les formes rondes sont plutôt des formes euh, safe qui vont nous... par exemple, si un ennemi a une forme ronde, on va pouvoir sauter dessus, et c'est possiblement un ennemi que l'on va pouvoir vaincre. C'est le cas des monstres champignons dans Mario. S'ils viennent vers nous sur le côté et qu'ils nous touchent, ça va nous enlever une vie, on va mourir. Et si on saute dessus, puisqu'ils ont une forme ronde, c'est comme si on pouvait rebondir. Et ce rebond, il est, on va dire, assez universel dans les Mario, parce qu'on peut sauter après sur des champignons qui nous font rebondir, ou il y a des champignons qui vont être des items que l'on va pouvoir récupérer, qui vont nous donner un certain pouvoir, etc. Parmi les conventions, on a les lasers qui sont forcément des lignes rouges qui vont être une source d'énergie pour soit tuer les ennemis, soit des pièges à éviter pour euh, sous forme de challenge ou de choses à surmonter. On a les boules de feu qui font mal, on a la glace, soit on glisse sur des sols glacés, et ça peut être présent dans des jeux d'énigmes ou des jeux de plateforme où il faut éviter de tomber dans le vide après avoir glissé sur une plateforme de glace, ou des armes à glace qui vont geler les ennemis ou nous geler nous, qui vont entraver notre capacité de déplacement pendant un certain temps. On a donc les pics, les boules de feu, la glace. On a le poison qui sera très souvent associé à la couleur violette. A contrario, la convention de jeux vidéo, on a très souvent une représentation iconique de la vie avec une barre de vie qui va diminuer si on se prend des dégâts, et qui, si elle arrive à zéro, on va arriver à une notion de game over. Et très souvent, la vie, elle est de couleur verte. Alors, je pense que c'est associé peut-être à une iconographie de trousse de soins, ou quelque chose qui paraît vital. Pareil, des packs de potions qui vont régénérer de la vie, elles peuvent être aussi associées de couleur rouge, mais le rouge, un peu comme sur les panneaux du code de la route, c'est plutôt un signe de danger. Euh, Depuis les premiers FPS, donc les jeux de tir à la première personne, on a notamment cette convention de jeux vidéo que les barils explosifs sont de couleur rouge. Il peut aussi y avoir un symbole de tête de mort ou un symbole de flamme en plus pour communiquer en un coup d'œil que cet élément-là est un danger pour nous ou pour l'ennemi, qu'on l'on peut utiliser à notre avantage ou non. Voilà, donc il y a toute une sorte de convention qui commence à prendre vie. Et même aujourd'hui, dans des jeux vidéo qui ont des graphismes extrêmement réalistes, euh, c'est des conventions qui restent. Et peut-être que c'est des conventions dont on a du mal à s'émanciper en tant que créateur, soit parce qu'on est feignant, soit parce qu'on a des contraintes de budget, donc des contraintes de temps, et qui ne nous permettent pas intuitivement de trouver, ou en tout cas de prendre le temps de trouver des solutions alternatives à des nouvelles formes de communication euh, intuitive. Mais c'est aussi, vu que c'est une convention, pour les gens qui sont habitués aux jeux vidéo, qui ont joué à beaucoup de jeux vidéo, dès qu'ils se retrouvent dans un nouveau jeu
du même type qu'ils ont l'habitude de faire, en un coup d'œil, ils savent que, OK, on a un baril rouge ici, je vais pouvoir tirer dessus pour le faire exploser à côté des ennemis pour pouvoir les vaincre plus facilement. Là, OK, il y a une toile d'araignée, je sais que si je vais dedans, ça va me coller et je vais pas pouvoir avancer, comme je le voudrais et en fait, intuitivement, c'est une sorte de dialogue, entre le jeu et le joueur, donc entre l'équipe de développement et le joueur, pour dire: «Hey, tu as vu, là, il y a, un élément que tu as l'habitude que tu connais, hem, tu sais ce que tu dois faire, on te fait confiance». Mais ça pose un problème pour les novices qui ne connaissent pas, ces codes, de jeux vidéo. Heureusement, c'est pour ça qu'on a dans tous les jeux vidéo une phase d'apprentissage qu'on appelle la phase de tutoriel où souvent les jeux vidéo, que ce soit des jeux vidéo d'action, d'aventure, de réflexion ou de contemplation, vont avoir une phase avec des premiers mondes explorables par le joueur, qui vont être des zones d'exploration dans un endroit plutôt sécurisé. Il n'y a pas véritablement de challenge difficile. Et c'est à ce moment-là que le jeu va nous apprendre pas à pas les différentes conventions présentes dans ce jeu vidéo-là. Donc soit une convention qui est universelle, propre au jeu vidéo, donc connue, soit une convention créée de toutes pièces propre à ce jeu vidéo-là, et qui doit rester consistante et toujours la même au cours du jeu, sauf s'il y a une modification qui sera communiquée de manière extrêmement claire aux joueurs. Et je vais terminer cette vidéo qui commence à être beaucoup trop longue avec 3 exemples de communication qui ne marchent pas. Donc je vais revenir sur cette page-là. Dans les premiers Zelda, notamment, celui en 3D sur, la Nintendo 64 qui s'appelle Ocarina of Time, on avait souvent la petite fée qui nous accompagne, la fée Navi, qui, bloquait l'expérience de jeu. Là, on ne peut rien faire, on ne peut que lire le message qu'elle nous donne avec des conseils. Donc ces conseils sont bienvenus, notamment pour les joueurs novices, mais ça brise l'expérience de jeu. Cette petite fée, comme, beaucoup le savent, était particulièrement, entreprenante et avait une petite voix assez insupportable, qui faisait que son apparition était plus une source de frustration qu'une aide. Donc voilà, cette forme de dialogue textuel vient briser l'expérience de jeu, et je pense qu'il y a d'autres moyens de, communiquer de manière non verbale certaines choses au joueur, notamment en le laissant expérimenter par lui-même dans des endroits en toute sécurité, avant plus tard d'apporter un challenge plus fort, où il va devoir se débrouiller par lui-même une fois qu'il a appris des notions de gameplay élémentaires. Mais même dans des jeux actuels, là par exemple il y a l'exemple de The Witcher, où on va laisser une liberté aux joueurs d'expérimenter à travers les différents systèmes de combat et de sorts dans le jeu. Mais souvent, vu qu'il y a beaucoup de types de gameplay, on voit notamment ce genre de pop-up apparaître afin de donner des informations complémentaires aux joueurs parce que les règles du jeu sont beaucoup plus larges que dans ce qu'on peut avoir dans un jeu d'échecs ou quoi. Il y a tellement d'informations qu'on est obligé de communiquer aux joueurs certaines choses. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste un équilibre à trouver et une manière de communiquer les informations aux joueurs. Et je donne en dernier un exemple que je trouve un peu intrusif avec un jeu que je ne connais pas, qui est un jeu sur Android, où on va avoir un personnage non joueur, on appelle ça un PNJ, qui va nous expliquer exactement dans la phase de tutoriel qu'est-ce que l'on doit faire avec la petite flèche jaune qui nous indique où cliquer, quel ingrédient plante pour planter son blé, etc., etc. Et même s'il y a une forme d'interactivité du joueur en plus de, euh, de l'explication textuelle, on nous force à faire les choses dans un certain ordre et ça devient du par cœur. Et en fait, peut-être que le joueur va non pas expérimenter par lui-même, mais va faire quelque chose, va faire une série de gestes parce qu'on lui dit de le faire, sans comprendre pourquoi il le fait, quelles en sont les applications et l'action et les réactions de ce qu'il est en train de faire, et qu'une fois qu'il sera jeté dans la nature et qu'il va jouer par lui-même, il va pas comprendre fondamentalement de quoi il s'agit.
Mais encore une fois, ça c'est un jeu inspiré des jeux de type, SimCity, qui est un jeu de gestion, là il s'agit d'une ferme et ça peut être une gestion d'une ville ou d'un peuple ou quelque chose comme ça et encore une fois, ce sont des mécaniques de gameplay qui sont très riches, donc il y a beaucoup de choses à apprendre et on est obligé de passer par une phase textuelle d'apprentissage et voilà. Mais peut-être que le travail d'un bon designer en lien avec une équipe de graphistes, c'est de prendre le temps de trouver des solutions où peut-être on pourra communiquer de manière plus intuitive à travers un code couleur ou les animations ou les formes des bâtiments, etc. Quelles en sont leurs fonctionnalités et de laisser le joueur expérimenter pas à pas et d'apprendre par lui-même. Voilà, je pense que ça fait encore une bonne suite à l'introduction. Je vais regarder mon plan, je sais plus quelle va être la suite, parce que j'ai parlé de pas mal de choses. Ouais, dans la prochaine vidéo, je vais donner des exemples de, conventions, propres à certains jeux vidéo, notamment dans Zelda, Half-Life, etc. Et la manière dont certains jeux ont trouvé des choses assez logiques, mais assez malignes pour, guider le joueur dans son expérience. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions ou des remarques par rapport au format de la vidéo. Moi je suis vraiment preneur, je suis en train d'apprendre comment présenter tout ça, donc si vous avez des remarques, je suis vraiment très content. Donc merci beaucoup et à bientôt.